Je suis en retard. Bonjour, mille excuses. Ah, ça va, 15h05. Aïe tout le monde, j'espère que ça va. Nous sommes dimanche 3 septembre. Il est 15h05, c'est le premier dimanche du mois. Qu'est-ce qu'on fait? On parle de Stephen King, de son actu le mois dernier, et en l'occurrence de son actu depuis le dernier live, qui était... Alors attendez, je fais ça à chaque fois, et à chaque fois je ne sais pas, qui était le 6 août, donc tout ce qui s'est passé depuis le 6 août. Coucou Anita, coucou Los Le Rouge 19, j'espère que vous allez bien. Il s'en est passé des choses depuis la dernière fois, j'ai assez hâte d'en discuter avec vous, parce qu'il y a quand même eu des grosses annonces de prochaines parutions, on va revoir ça ensemble, de recueils et de nouvelles histoires qui arrivent et tout. On a aussi quand même dans 2 jours la sortie de Holly, qui est le nouveau recueil, le nouveau roman de King avec Holly Gimlet, qui est son personnage préféré en ce moment, la détective de la trilogie Mister Mercedes et bien plus. J'ai vu le croque-mitaine aussi, cette semaine, de façon tout à fait illégale, mais parce qu'il est sorti en streaming aux États-Unis, donc il se trouve en bonne qualité de façon illégale. Je le dis, je n'ai même pas essayé de... d'avoir un lien digital en passant par la prod, j'y ai même pas pensé. C'est terrible, le syndrome de l'imposteur. Alors, en vrai, je pense que j'aurais pu. Voilà, donc on va parler de tout ça. J'espère que vous n'avez pas trop chaud là où vous êtes. Moi, j'avoue, j'ai déjà chaud et je pense que j'aurais dû sortir le ventilateur. Mais je le ferai peut-être à la pause. Et après la pause, et pour les personnes qui regardent sur YouTube, du coup, la semaine prochaine en replay, on aura... Alors, attendez, est-ce que je regarde pourquoi ma fenêtre de chat ne s'affiche pas? On aura... je pense qu'on va finir tout Charles, je sais pas, on va pas y jouer des heures, ça c'est sûr, parce qu'on va pas y jouer des heures, mais on va avancer, on avait déjà bien avancé la dernière fois. Alors, attendez que je nous sorte l'écran qui va nous permettre de faire ceci. Ok, ça fonctionne, fantastique, merci le Stream Deck. Alors, est-ce que la musique n'est pas trop forte? Je la baisse un peu au cas où. J'aime pas quand les musiques sont trop fortes. Je vérifie aussi. J'ai des soucis avec ma fenêtre de chat en ce moment. Bon, si le chat c'est mieux, merci. Ah ouais, mais ça ne s'est pas affiché. Ah ouais, pour le son, oui, ok, ouais, très bien. Pourquoi la fenêtre de chat ne s'affiche pas? Paramètres du navigateur, code personnalisé, bon. C'est étrange. Est-ce que on peut faire un test? Attendez, non, je vais faire un autre truc. J'essaie juste de reparamétrer la chatbox. Genre, j'en ai pour 2 secondes. Et je suis à vous. Ces gars-là, on devrait être formés en fait pour faire ça. La fenêtre de chat. Hop. Ah non, je sais. Je pense que c'est ça. Hop. Est-ce que quelqu'un peut envoyer un message pour tester, s'il vous plaît? S'il y a du monde, ça se trouve, il n'y a personne. Enfin, s'il y avait au moins Anita qui a répondu sur le son. C'est relou, hein? Hey, merci Los. Non, ça s'affiche pas, putain, pourquoi ça s'affiche pas? Bon, écoute, test, bah non. Ça ne veut pas, ça refuse. C'est fou, hein? Machin. Ah, je vais peut-être... Attendez, je pense que... Non. Ouais, non, mais c'est la galère, ça va, vous êtes que 4 de toute façon, on va pas se mettre la rate au courbouillon, n'est-ce pas? Peut-être que... Je pense que j'ai un problème de source. Je vais supprimer celle-ci. Je vais faire un dernier essai en mettant... En fait, j'avais essayé pour vous donner les coulisses de... Ah, salut Ourséran, merci pour le follow, bienvenue. Pour vous donner les coulisses de ce stream, ce que j'avais essayé de faire et qui je pense a tout pété, c'est avoir un chat qui disparaît quand je joue.
genre au bout de 10 secondes, sinon c'est relou que ce soit sur l'écran, et avoir un chat qui reste quand on est sur un type d'écran comme ça, parce que c'est mieux pour les replays sur YouTube. Et en fait, c'est impossible, il y a juste une fenêtre de chat qui est paramétrée pareil pour tous les écrans. Et hop, elle est là, j'ajoute. Oh, si ça y est, ça fonctionne. Ah mais si, ça y est, l'autre aussi, elle a fonctionné. Ok, d'accord. Nickel, on va très bien, on bouge plus. Et du coup, attendez, juste... Ok, ça a fonctionné, très bien. Alors, parce que du coup, c'était impossible, et je pense que j'ai fait des essais sur d'autres plateformes, et ça ne fonctionnait pas. Très bien. Alors, je reprends mes petites notes pour que l'on puisse ensemble voir ce qui s'est passé au mois d'août. Ça a été chargé pour un mois d'août, hein, c'est fou. Mais en fait, il a eu une idée, King, et s'est dit, et si je participais à un podcast? Et ce podcast, il a été très bavard, comme à son habitude. Et il a dit beaucoup de choses. Il a dit notamment qu'il a un recueil de nouvelles qui est en cours, qui s'appellera... A priori, ça a l'air d'être plutôt le titre définitif, quand même. Donc, You Like It Darker, qu'on pourrait traduire par tu l'aimes plus sombre, ou tu aimes quand c'est plus sombre, ou dans l'idée, ou vous, hein, toujours le you en anglais, qui paraîtra en 2024. Ça, c'est quasi certain. On n'a pas encore de lien de précommande ni rien, on n'a pas de date, c'est juste il a annoncé ça comme ça, et il nous en a parlé un petit peu. Il a parlé d'une nouvelle dedans qui s'appelle The Dreamers, qu'en VF on traduirait par Les Rêveurs, et il nous dit: un soir j'étais allongée dans mon lit, je me raconte des histoires avant de m'endormir, je fais ça, je pense que tout le monde fait ça. C'est comme ça que je m'endors, j'ai eu l'image d'un homme sous l'emprise d'une sorte de drogue, il ouvre les yeux, il devient noir et des vrilles commencent à sortir de ses globes oculaires. Moi là ça me fait quand même beaucoup penser à... comment il s'appelle celui qui a fait Uzumaki, Junji Ito. Pour moi, c'est très Junji Ito dès qu'il y a des trucs avec les yeux. Et il dit: ces images me font froid dans le dos, je ne pouvais plus y penser, je l'ai mis de côté. Et en fait, c'est le point de départ de la nouvelle The Dreamers. Et il parle aussi qu'il a été inspiré de Lovecraft pour une partie de ce recueil-là. Apparemment, ça va être un gros recueil. On est sur plus de 600 pages. Et a priori, vu que pour l'instant, il n'y a que ça de vraiment annoncé pour 2024, ça devrait être la première parution de 2024. Donc là, avec Oli qui sort le 5 septembre, je pense qu'on peut espérer une fin de premier trimestre 2024. Sans trop m'avancer, c'est juste pour qu'il commence à en parler. En général, derrière, ça arrive assez vite, mais il faut quand même qu'il termine la promotion de Oli, qu'il laisse le temps au lire et qu'il faut aux gens de le lire. Et ouais, c'est à peu près tous les 6 mois dans l'idée. Donc oui, c'est ça, fin mars, ça fera 6 mois que Oli sera sorti. Hidden Hunter, bienvenue. On a commencé, on a juste parlé du prochain recueil de King qui paraîtra en 2024. Et dans ce qu'on... Merci la moto. Et dans les choses... Salut Camera, bienvenue. Aïe. Et dans les choses dont on n'a pas de date, c'est encore une nouvelle histoire avec Oli. Ça fera la 7e, je crois. Attendez, Oli Gimlet, on l'a dans la trilogie Mister Mercedes, ça fait 3. Dans l'Outsider, dans 6 Assassins, dans Oli qui sort dans 2 jours. Donc ça sera la 7e nouvelle avec... La 7e histoire avec Oli Gimlet. Qui sera un roman. Ça va pas être une nouvelle, ça va être un gros roman apparemment avec beaucoup de personnages et plusieurs intrigues. Ah mais oui, c'est ça, je l'avais mis là. Et on n'en sait pas plus, si ce n'est que pour l'instant le titre est We Think Not, c'est-à-dire nous ne pensons pas, ou alors je sais pas si c'est dans le sens où on ne réfléchit pas, on n'y a pas pensé, on sait pas trop. Et voilà, et donc a priori, si on suit l'ordre un peu des annonces et ce qu'il a l'habitude de faire, c'est pas déconnant et c'est déjà beaucoup arrivé. Un recueil de nouvelles ou des nouvelles sur la première moitié de l'année et un gros roman sur la deuxième moitié de l'année. C'est ce qui s'est passé avec Si ça saigne, hein, parce qu'on a eu Si ça saigne en début d'année, je crois. Ah non, on a eu Si ça saigne au premier confinement, donc on l'a eu en anglais, je parle, hein, en début d'année, en mars 2020, et après on a eu... C'était quoi la grosse sortie de 2020? Est-ce que c'était Billy Summers? Peut-être de Billy Summers. Les romans, on les a en général plutôt à la rentrée, parce que là, Conte de fées est sorti sous le titre Fairy Tail il y a 1 an pile poil. Donc la rentrée, les gros romans, le début d'année, les recueils de nouvelles, ça passe plutôt bien.
On peut espérer ça. Il l'a pas annoncé comme ça. Je crois pas qu'il ait dit concrètement qu'il l'avait terminé. Attendez, moi j'ai mis quoi? Qu'il est en train de travailler dessus. En général, quand il en parle, c'est que c'est assez avancé et que c'est négocié entre guillemets. Je suis pas sûre qu'il négocie quoi que ce soit avec son éditeur, mais que c'est au moins que c'est dans les tuyaux. Donc on peut au moins s'attendre à ça pour 2024. Et une surprise, ça a été cette histoire de potentiellement une suite à Talisman et Territoire. Talisman et Territoire, c'est 2 romans de fantasy que King a coécrit avec Peter Straub. Peter Straub étant décédé là cette année, en fait on s'était dit que déjà eux ils avaient communiqué en disant bah non finalement on va peut-être pas le faire ce tome 3, on n'a pas trop le temps, on est un peu fatigué, on a envie de se consacrer à d'autres choses et puis c'est un peu laborieux aussi quand même d'écrire à plusieurs. Et on en était resté là, et Peter Straub est décédé, et il y avait eu, on en avait parlé au dernier live, je me souviens, je crois que The Hunter était là aussi, on en avait discuté, et j'avais dit que moi j'avais pas relayé la rumeur parce que c'était qu'une rumeur, et que c'était un peu des candidatons, c'est-à-dire que l'info c'était, une dame a dit que son mari a vu King qui aurait dit à ce mari qu'il était en train de relire Talisman pour potentiellement écrire une suite. Et moi je me disais ça fait quand même beaucoup de alors en fait j'ai pas envie de dire l'expression que je vais dire, donc je vais nous trouver un synonyme. Oui, beaucoup de jeux du téléphone dans l'idée, beaucoup de bouche à oreille, et en fait le message se perd. Déjà de base on sait pas trop si c'est vrai, moi j'en vois passer des gens qui disent oh là là regardez c'est une photo de Stephen King à l'aéroport, en fait c'est pas du tout lui, c'est juste un vieux grisonnant et très grand et tout mince comme King, mais c'est pas lui. Et du coup j'avais un peu de doute sur cette rumeur là, ou en tout cas elle était un peu difficile à vérifier, et j'ai pas le temps en ce moment pour relayer des rumeurs donc je n'avais pas parlé. Mais genre 10 jours après le live, même pas, il a, toujours le même podcast où il a annoncé le recueil de nouvelles et le roman, il a dit qu'en fait, juste avant son décès, Peter Straub lui avait envoyé une lettre qui dedans détaillait une idée qu'il a eue pour un 3e livre, une suite de Talisman et Territoire. Et King, dans le podcast, il dit que lui aussi il a une idée, et il dit pas que du coup il va faire en sorte que son idée aboutisse et que celle de Peter Straub aboutisse, mais il en a quand même parlé en disant il y a des idées qui sont à gauche à droite et il y en a qui sont à moi, il y en a qui sont aux co-auteurs, donc il pourrait très bien continuer à l'écrire, et il dit que s'il devait se mettre à l'écrire, ce serait un long roman, et comme je le précise, il emploie le conditionnel, mais il en parle quand même. Le seul élément qui corrobore, c'est l'annonce de Albin Michel. Oui, après aussi, l'annonce d'Albin Michel, c'est cette histoire de... D'ailleurs, la date a été repoussée, et on en parle... non, on va en parler dès maintenant. Albin Michel, à la base, c'est Robert Laffont qui a les droits de Talisman pour le grand format. Albin Michel a récupéré les droits, et Albin Michel est l'éditeur français officiel de King pour tout ce qui est grand format. C'est eux qui ont la primeur sur tout ce qui sort. Donc là, Conte de Fées, c'était eux, Oli, ça sera eux, avant que ça sorte en poche. Et nouvelle intéressante, c'est quand même qu'ils ont récupéré les droits de parution de Talisman, qui devait paraître au mois de novembre et qui finalement va paraître en juin 2024. Est-ce que c'est parce que, pourquoi pas, et qu'ils ont envie de récupérer tous les droits? Est-ce que c'est parce qu'il y a une adaptation qui est dans les tuyaux? Ou est-ce que c'est en effet parce que, forcément, c'est l'éditeur français, donc ils ont forcément des infos ou pas des infos, ou au moins des choses stratégiques il y a un tome 3 qui est en préparation à un moment donné, donc on va en faire une collection, et on peut pas sortir le tome 3 et pas avoir les 2 premiers tomes, donc let's go quoi. C'est pas une preuve non plus, ça peut n'être qu'un rachat de droits des 2 livres, en effet. Et en l'occurrence, c'est un rachat de droits des 2 livres. Pourquoi? La raison, elle peut être uniquement, pourquoi pas, parce qu'ils ont déjà tout le reste, sauf la Tour Sombre, donc autant le ressortir, quoi. Sachant que Albin Michel, moi, à une époque, je discutais avec eux de projets de collection de livres de King, qui du coup, des choses du coup qui sont, je sais pas, elles étaient confidentielles à l'époque, je sais pas si elles le sont encore, mais en fait ils cherchaient à tout rééditer dans une unique collection, et ils avaient besoin d'accompagnement sur
pour éditer avec des fascicules qui auraient accompagné un petit peu, qui auraient contextualisé les rééditions une par une, c'est-à-dire typiquement ce qu'on fait un peu dans le podcast Le Roi Steven, avec une fiche qui présente le roman, sa genèse, ses connexions avec l'univers, les adaptations, machin. Et du coup, peut-être que en partant de là, ils se sont dit, mais il faut qu'on ait toute la collection et on la récupère, quoi. Après, on sait qu'il y a eu des négociations de droits, beaucoup de renégociations de droits en France sur King cette année, parce qu'il y a pas mal de ces romans qui avaient disparu des plateformes de livres audio, parce que les droits étaient en cours de renégociation. Donc la porte est ouverte pour renégocier. En effet, de vouloir avoir la collection complète des King, peut-être que Robert Laffont maintenant il s'en fiche, c'est pas illogique, mais quand même, c'est plusieurs petits trucs. Oui, il y a l'adaptation des Duffer Brothers en projet, tout à fait. Un projet ça fait un moment qu'on n'a pas de nouvelles, mais elle est toujours dans les tuyaux, aux dernières nouvelles en tout cas. Et on peut supputer beaucoup de choses, mais ça fait quand même plein de petits éléments qui nous font dire « Ah, peut-être que... peut-être ». Après, ça serait quand même un gros boulot. Écoutez, si je le croise quand je vais être dans le Maine, dans un mois, je lui demanderai. En vrai, non, je ferais pas ça, je pense que je serais paralysée. L'avantage qu'il y aurait à un tome 3, enfin une suite en tout cas de Talisman et Territoire, c'est quand même que du coup ça serait pas que son idée à lui, vu qu'il a déjà un peu... il sait déjà un petit peu ce que voulait faire Peter Straub. Donc ça serait une vraie suite, écrit lui tout seul, mais ça serait une vraie suite, quoi. Avec un petit peu d'âme de Peter Straub dedans. Parce que là, apparemment, la lettre était longue et détaillée. Donc à mon avis, il y a de quoi faire. Ah, ce que je voulais vous montrer aussi, pendant qu'on parle de tome 3 et de choses coécrites, on n'oublie pas que le 3e tome de la trilogie Gwendy, plus ou moins coécrite avec Richard Kismar, quand je dis plus ou moins, c'est le 1er tome, Gwendy et la boîte à boutons, coécrit avec Richard Kismar, le 2e tome, La plume magique de Gwendy, pas coécrit avec Richard Kismar, juste Kismar a écrit tout seul. 3e tome, enfin, la dernière mission de Gwendy, qui est, attention, L'Os le Rouge 19, vu ton pseudo, tu dois connaître, peut-être que tu as déjà lu, du coup, le 3e tome. Full tour sombre, full connexion à la tour sombre. Si vous n'avez pas lu la tour sombre, c'est pas que je vous déconseille la lecture de ce 3e tome, mais en fait, ça spoil un petit peu ce qui se passe dans la tour sombre, et dans l'idée, c'est quand même mieux d'avoir le contexte tour sombre quand on lit la dernière mission de Gwendy. Ça sort en novembre, et c'est pas pour ça que je voulais vous en parler là, parce qu'on a encore un petit peu de temps avant la sortie. Je voulais vous montrer la couverture, que je peux ouvrir là. C'est bien encore, qui est chouette. Qui a pas du tout repris. C'est marrant parce que les VO ont pris le parti de... Je vous montre. Ah, elle est là, elle est belle, on la voit bien. Les VO avaient pris le parti de représenter le lien avec la tour sombre sur la couverture. Et là, c'est pas du tout le cas. Si je vous montre... C'est Gwendy's Final Task en VO. Et chez les deux éditeurs, on a la tour sombre. La tour sombre avec le champ de rose, hein, voilà. Et la tour sombre là derrière avec d'autres petits éléments, et toujours ce mystérieux personnage tout en noir aux initiales RF, mais qui ça pourrait bien être, on ne sait pas. Et la France, pouf, bah non. En France, a priori, peut-être qu'on préfère l'espace. En tout cas, la couverture est jolie. On va pas retirer ça au livre de poche. Moi, je trouve la couverture assez cool. Et plus fidèle à l'histoire, dans l'idée. Parce que là, on se dit, ah cool, on va gambader dans des champs. Et là, on se dit, ah, on va être dans l'espace. Et je vous spoil rien, parce que c'est la 4e de couvre. En fait, on est dans l'espace. Donc, autant faire ça. Plutôt que perdre les gens. Moi, ça m'avait beaucoup excité de découvrir cette couverture-là. Mais du coup, peut-être qu'on perd un petit peu les gens avec ce type de couverture. Parce que c'est pas trop la promesse du bouquin, en fait. Et qu'est-ce qu'on avait... Ah oui. Ah, c'est marrant parce que j'ai vu 01net faire un article en lien avec ça ce matin. Le lien avec la tour n'est pas présent sur toutes les éditions US. Ah, il y a plusieurs éditions US. Ah oui, parce qu'ils ont dû faire du... Ils font du grand format aux US. Attends.
C'est Simon & Schuster, hein, l'éditeur US. On peut lire le dernier tome sans lire les 2 premiers. Bah, on peut, mais... Ouais, je dirais non. Je dirais que non, quand même. C'est mieux... C'est tout petit, hein. C'est des tout petits bouquins. On est vraiment sur... c'est pas ça, du coup. Sur assez peu de pages. On va aller sur la Fnac pour rester sur un truc un peu mieux qu'Amazon. 160 pages, le Gwendy et la boîte à boutons, avec une couverture que personnellement je trouve assez immonde, ne nous cachons pas. Et je crois qu'il y en a 320 pages le 2e tome. C'est ok, quoi. Sur le hardback, j'en suis. Ah oui, mais c'est Metteridan, c'est pas américain, hein. C'est anglais, je crois, et c'est... Kizmar, il fait ce qu'il veut en plus. Attends, il y a voir, je suis curieuse de voir... C'est Metteridan, on est d'accord que c'est anglais. Ah, c'est américain. Putain, je sais pas pourquoi, je les vois toujours en Angleterre, moi. Ah, tu veux dire celui-là? Ce hardback-là? Qu'est-ce que ça? Oui, bah, ça reprend une partie de la couverture, ça reprend ça, là. Ce bout-là, en fait. Ils ont juste enlevé le personnage et... Est-ce qu'on peut moins bien voir, s'il vous plaît? Ils ont juste enlevé le personnage et la tour, mais ça reprend la couve quand même. Oui, c'est les maisons d'édition de Kizmar, oui, ça je sais, mais je sais pas pourquoi je le vois anglais, moi. Oui, c'est eux qui éditent Gwendy. Et donc ça, c'est le hardback. Ok. Ah ouais, ils ont fait un coffret. J'espère qu'on aura un coffret après, un coffret de livre de poche. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je sais pas trop. Du coup, on est d'accord que tu parlais de cette édition-là. En gros, il y a le perso avec une sorte d'église. Bah là, il n'y a pas le perso pour moi. Hein. Tu vois, la couverture que moi je connais, c'est celle-ci. Avec l'église, à mon avis, ça c'est la fusée qui décolle, le perso, la tour sombre, et la couverture du hardback. Ah non. Ah oui, parce qu'il signe. Est-ce que je peux juste ouvrir l'image? Et ça reprend, il n'y a pas le perso, ça reprend juste l'église avec la fusée. Oui, c'est ça, sans la tour. Oui, bien sûr. Oui, après, oui, ils ont pas coupé que la tour, ils ont aussi coupé le perso. Pour moi, c'est pas une nouvelle couverture dans le sens où c'est juste, ils ont repris un élément de cette couverture-là. Oui, bah, on l'a là, la photo, sinon. Mais oui, fais une photo et envoie-la moi sur Discord, si tu veux, et puis je la montrerai ici. Ok. Et on disait le dernier élément sur la partie actualité de King, c'est l'intelligence artificielle. C'est marrant parce que 01net, bon, pour refaire le contexte, on a appris pendant l'été, sans grande surprise, mais ça a été, disons, concrétisé, que plusieurs grosses entreprises, notamment les groupes tels que Meta étant le groupe qui est derrière Facebook, Instagram, WhatsApp et j'en passe, avaient utilisé illégalement des milliers de livres pour entraîner leurs intelligences artificielles. Entraîner les intelligences artificielles, ça veut dire leur donner à manger du texte et des styles littéraires pour dire, écris à la façon de Stephen King, écris à la façon de trucs machin. En fait, pour qu'ils puissent écrire à la façon d'eux, il faut que l'intelligence artificielle, elle connaisse quelle est la façon. Ah, il y a la tour en plus, on va falloir... C'est pas grave. De toute façon, on en reparlera, ça sort en novembre, donc on en reparlera en octobre, et en novembre, j'en aurai à vous en faire gagner, donc on aura le temps d'en reparler. Il n'y a pas de souci. Et donc là, ça a été dévoilé, que j'avais mis... Je crois que j'ai mis un lien vers un article qui en parlait, qui est plutôt intéressant. On parle de 170 000 livres, hein, quand même, qui ont été piratés pour entraîner des IA. Et parmi ces livres, il y a les livres de Stephen King. Et donc, King a réagi en écrivant un essai dans The Atlantic, sur le site du magazine The Atlantic, qui est un magazine américain. C'est un court essai que je vous ai traduit là entièrement. Il est vraiment assez court, qui est très intéressant parce que moi, un peu par défaut, j'aurais pensé qu'il allait juste critiquer l'intelligence artificielle. En fait, il a une réflexion qui est vraiment très très intéressante sur l'intelligence artificielle et
En gros, il dit que on peut pas être que pour. Il répète ce qu'il a toujours dit, que pour écrire, il faut lire beaucoup, énormément, et qu'il faut aussi écrire, et que en fait, il y a une différence entre la sensibilité et la créativité, et que on peut être créatif sans sensibilité, c'est pas être créatif. Donc là, ce qu'il dit, c'est que pour l'instant, euh, les intelligences artificielles ne sont pas sensibles, donc il craint rien entre guillemets, mais qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Et il finit d'une façon un peu rigolote, et c'est cet angle-là qu'a repris 01net aujourd'hui pour parler de cet essai-là. Il finit en disant que lui, de toute façon, ça le dépasse toujours quand on arrive à mettre des milliers de bouquins sur juste une clé USB. Donc il recadre aussi le truc en disant... l'idée étant que moi je suis juste un vieil auteur américain, déjà que je comprends pas les clés USB, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de l'intelligence artificielle, si ce n'est le constat de ce que c'est maintenant et qu'on ne saura pas ce que c'est plus tard. Et je l'ai trouvé beaucoup moins vindicatif et beaucoup moins agressif que ce que j'aurais pensé envers Meta, sachant qu'il a quand même quitté Facebook et Instagram il y a quelques années maintenant parce qu'il n'était pas d'accord avec tout le scandale qu'il y avait eu sur... toutes les publicités et les problèmes d'algorithme au moment de l'élection de Trump. Et en fait, il avait quitté en disant bah moi je suis pas d'accord, donc j'arrête d'être sur Instagram et Facebook. Donc, bah, du coup, maintenant il est toujours sur Twitter, malgré Elon Musk, mais je pense qu'il s'amuse beaucoup à embêter Elon Musk dessus. Donc je pensais qu'il aurait été plus violent que ça envers Meta, et en fait non. Donc il est aussi extrêmement lucide sur son état de vieil homme blanc qui est dépassé sans être tout à fait dépassé, mais qui comprend ses limites et qui comprend les limites de aujourd'hui c'est comme ça et demain on sait pas comment ça sera. Et ça c'était intéressant. Donc c'est vraiment court, hein. Vous pouvez aller regarder ça. Et on va passer sur les adaptations. Je pense jamais à mettre des jingles. En vrai j'ai des jingles sur mon board là normalement. Genre ça. C'est un enfer par-dessus la musique de fond. C'est les virgules de la Gazette. Ah, les adaptations. Mais oui, en plus, regarde, on va parler directement de La Tour Sombre. Qu'on attend en tant qu'on craint, n'est-ce pas La Tour Sombre, on rappelle, Mike Flanagan, il a les droits. Mike Flanagan, on lui doit... Dans le Kingverse, Mike Flanagan, on lui doit Jessie et Dr. Sleep, qui pour moi sont quand même deux très bons exemples de deux très bonnes adaptations, avec les libertés qu'il faut prendre, les libertés nécessaires et les bons choix. Et Mike Flanagan, il a aussi, c'est quand même, pour moi, le patron de l'horreur en série de ces dernières années, quoi. Moi aussi, j'ai foi en Flanagan. La chose dans laquelle j'ai pas foi, c'est le budget qu'on va donner à Flanagan. En fait, si on ne permet pas à Flanagan de faire ce qu'il a envie de faire, ce sera pas bon. Et est-ce que lui saura dire, ok, je le fais comme ça ou je le fais pas? Ah, t'as pas aimé Jessie? Moi, j'ai bien aimé Jessie. Donc, le débat est éternel sur là-dessus. Quand Flanagan est parti de Netflix, Flanagan avait un deal avec son co-créateur d'exclusivité des séries Netflix. Ils ont cassé le deal avec Netflix, ils ont fait un deal avec Amazon Prime, et au moment où ils ont signé le deal, ils étaient en train de négocier La Tour Sombre, et en fait, du coup, le deal de la série La Tour Sombre n'est pas dans le deal... Enfin, l'adaptation de La Tour Sombre n'est pas dans le deal avec Amazon. Donc, quand le truc était tombé, tout le monde avait dit « Ah, bientôt La Tour Sombre sur Amazon ?» Bah non, pas sûr, parce que de toute façon, Amazon, ils ont déjà abandonné un projet de La Tour Sombre. On en était un peu resté là, où lui, il avait dit de toute façon qu'il n'y avait pas de financeur, qu'il avait des gens en tête pour le casting, que ça avançait, machin. De toute façon, lui, c'est un projet qu'il a toujours en tâche de fond. Moi, j'ai un peu peur de ce que Flanagan va en faire quand même. Je sais pas trop, je pense que ce qui me fait peur chez Flanagan, c'est le côté un peu fanboy, qui pour moi est le problème de toutes les adaptations de Mick Garris. Pour autant, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait avec Dr. Sleep parce qu'il a dû prendre des libertés qu'il était obligé de prendre et qu'il a très bien géré. Mais est-ce que j'ai envie de voir des libertés sur La Tour Sombre tout en sachant qu'elles sont nécessaires? Je suis pas sûre. Donc en effet, c'est ça. Après, je trouve qu'il a une bonne vision de l'ensemble, et so far, dans tout ce qu'il a dit, je trouve qu'il a vraiment une bonne vision de l'ensemble. Et là, en fait, pour nous, le projet est un peu au point mort de notre point de vue à nous. Quand je dis nous, c'est les fans, les personnes qui attendent les adaptations et toujours toutes les nouvelles infos sur ce projet-là.
Parce que, bah, en fait, pas dans le deal, pas d'infos officielles sur du casting, pas d'infos officielles sur une mise en production, sur pas de diffuseur et pas de financeur, en fait. Et là, il était invité dans le Kingcast et il en a un petit peu parlé. Et il a dit que ça avait avancé, que ça avait bien avancé avant qu'il y ait le début de la grève aux États-Unis des réalisateurs, réalisatrices et des scénaristes. Je crois qu'ils ont des financements, voilà, d'excellents partenaires sur le projet, dont il ne peut pas parler évidemment, des acteurs très intéressants qui gravitent autour de ce projet, dont il ne peut pas parler non plus, et voilà, des approches potentiellement révolutionnaires pour la réalisation du film, mais là, le film c'est plus loin, hein. Le film ça sera après la série, donc on a un petit peu de temps. Le projet se porte bien, et il nous a dit en gros, enfin il a dit en gros dans le podcast que ça sera sa priorité pour après la grève. Là, très honnêtement, j'ai aucune idée d'où en est la grève, sachant que les priorités dans le cinéma, on parle de trucs qui prennent des mois, donc on a un petit peu de temps, à mon avis, avant d'avoir des infos. En tout cas, le projet semble intéresser, donc espérons que ça va aboutir de la bonne façon, quoi. Donc j'ai peur qu'il veuille trop faire de lien avec le reste sans se concentrer uniquement sur la tour sombre. Bah ouais, mais en même temps, c'est vrai qu'il a parlé de ça, et c'est vrai que le sujet, c'est qu'il y a des personnages et des trucs dans la tour sombre dont il n'a pas les droits, quoi. Parce que un personnage qu'on retrouve, qui est un personnage principal d'un autre roman, ce roman a déjà été adapté et il n'a pas trop les droits sur ce personnage-là parce qu'il appartient pas complètement à l'univers de la tour sombre, donc c'est ça qui va être compliqué, parce qu'on n'a pas de multivers de King au cinéma, hein. On n'a qu'à voir, on a déjà 2 Holly, et pour peu qu'ils nous adaptent tout le reste de ce qu'a fait Holly Gimlet, on en aura 5, quoi. C'est là où moi je suis pas sûre de vouloir voir les libertés qui sont nécessaires. En vrai, s'ils pouvaient juste adapter le tome 4 et on n'en parle plus, et on touche pas au reste. Le souci, c'est qu'il va être obligé... la tour sombre, c'est aussi le lien avec le reste, quoi. Donc il va être obligé de passer par là. Donc, je sais pas trop comment il va faire. Mais bon. J'ai hâte et j'ai pas hâte, en fait. Moi, j'ai très peur du casting. Pour moi, ça va être déjà un gros dénominateur de qualité, en fait, le casting. S'il nous met que des gens connus en rôles principaux, ça va complètement me perdre, quoi. On verra bien. En tout cas, on n'a pas fini d'en parler parce qu'à chaque fois, on en parle, hein. Tous les mois, on en parle. En même temps, moi, j'ai la tour sombre bien en tête parce que la 19e palabre, hein, on en reparle tout à l'heure, mais ouais. Puisqu'on est sur les adaptations, parlons d'une adaptation de qualité, qui est quand même The Mist, par Monsieur Frank Darabont. Oui, mais a priori, il voulait créer des passerelles avec des œuvres qu'il n'en a pas directement, alors qu'il y a déjà assez à faire. Je sais pas s'il a dit qu'il voulait, il a dit que c'était une possibilité, mais plutôt pour remplacer ce qu'il pouvait pas faire. Et je sais pas trop exactement comment il veut l'intégrer. Après, entre ce qu'il dit et ce qui va se faire, on sait pas trop. Mais ouais, il y a moyen qu'on se perde un petit peu. Mais en vrai, j'ai assez confiance. J'ai plus confiance que crainte. Oui, on sait pas. Ouais, on sait jamais, hein. Ça se trouve, il va faire un truc tout cheaté que tout le monde va détester et ça sera fini pour Mike Flanagan chez les fans de King, hein, on sait jamais. The Mist, donc de Frank Darabont, adaptation de la nouvelle Brume, dont je ne me lasserai jamais de débattre de la qualité de l'adaptation ou pas. C'est une très bonne adaptation, sauf la fin, hein, n'est-ce pas ? Qui sort le 3 octobre chez Lionsgate en version 4K, je crois que c'est pour ça que j'en parle, en version 4K Ultra HD. Voilà, avec aussi une version coffret, avec de la brume, tout ça, qui se met par-dessus, c'est joli. Moi aussi j'aime bien la fin, mais elle est pas logique. On peut en parler. La fin, en fait, tu peux pas faire une adaptation fidèle de bout en bout et faire une fin qui n'a absolument rien à voir, parce que du coup c'est plus logique avec les personnages. Vu que les personnages ils sont fidèles, ils sont pas censés... on n'est pas censé en arriver là si on suit la logique des personnages, quoi. Donc après, moi je l'aime bien, hein, elle est marquante et tout, ouais, super, mais elle est pas logique. Et voilà, donc c'est pour les États-Unis, sachant que les Blu-ray ils sont dézonés, donc ça sera facile de le voir en France si vous voulez vous le procurer. Mais il y aura sans doute pas de piste audio en français dessus, peut-être juste des sous-titres en français.
Donc ça, c'est la seule chose dont il faut se méfier. Je peux aller voir et j'ai pas regardé, mais ça sera marqué en général. C'est toujours marqué, hein. Donc c'est facile. C'est facile. Et puis c'est pas encore sorti, donc on a un petit peu de temps. De quoi je voulais vous parler? On va commencer par quoi? Ah oui. Attendez. Mince. Ça va se voir au bon endroit ou pas? Le croque-mitaine est sorti... je l'ai dit un petit peu en intro. Le croque-mitaine est sorti aux États-Unis en streaming et arrive le 10 octobre en Blu-ray et DVD, mais que pour les États-Unis. On n'a pas d'infos pour la France. Chronologie des médias oblige, on est un peu à la bourre. Moi, je l'ai vu cette semaine, le croque-mitaine, et j'ai bien aimé. Et c'était assez fidèle à ce que toi, tu disais Dead Hunter sur le Discord de Stephen King France, c'est-à-dire une bonne rallonge de la nouvelle. On peut pas trop appeler ça une adaptation, mais un peu mais une bonne rallonge. Un esprit kingien dans plusieurs choses, parce que ça cherche pas à faire peur à tout prix, ça nous montre les choses. Et salut Wolvie85, bienvenue. On parle du croque-mitaine. Ça nous montre les choses, et King, c'est ce qu'il fait, hein, il fait des créatures qui se montrent, et ça, c'est cool. Et il y a vraiment des concepts assez sympas, c'est bien joué, les FX sont cool, voilà. Il y a eu quelques jumpscares, mais parce que moi, je suis archi sensible à ça, en fait, donc je suis vraiment bon public, les créatures, et pas dégueulasses non plus. Oui, non, en vrai, je l'ai trouvé assez beau, le film. Il passait vraiment bien, et c'était vraiment pas... les publicités YouTube. Et c'était pas du tout la purge que je craignais, en fait. C'est cool. Oui, complètement oubliable, par contre. Après, il faut rappeler que... la créature, on la voit bien, là. Ils ont bien mis la lumière. Il faut rappeler que ce film n'était pas censé sortir au cinéma. C'était prévu directement en streaming. King l'a vu et a dit « Ah, mais en fait, ça serait cool de le sortir au cinéma parce que c'est quand même une ambiance un peu dans le noir, tout ça. » Du coup, quand King il dit sortir un film au cinéma, les producteurs ils disent ok, donc ils l'ont sorti au cinéma. Je pense que c'est cool de le voir au ciné parce je le trouve beau. C'est complètement oubliable. Le seul truc qui est loupé, mais qui est profondément loupé, je dis pas que tout le reste est incroyable et parfait et tout. Le seul truc qui manque, c'est la profondeur des personnages. Après, c'est un problème dans le cinéma tout court, parce que en un film de 2 heures, tu peux pas non plus faire des personnages qui sont extrêmement complexes. C'est le problème là, parce que c'est souvent le cas dans les films de genre. Le sujet, c'est quand même pas les personnages, c'est plutôt ce qui leur arrive. Et c'est en ça que c'est pas non plus une adaptation, que c'est pas très kingien, parce que King, quand même, lui, la base, c'est les personnages, et leur... Ah, bonjour, alors, Siki Autistic Broken, j'espère que je n'ai pas mal prononcé, bienvenue, merci pour le follow. King, lui, ce qui compte dans ses œuvres, c'est quand même les personnages. Là, forcément, ça rallonge une nouvelle qui fait genre 20 pages de base. Donc, évidemment, c'était un peu ambitieux d'attendre des personnages très profonds là-dedans. Pour autant, ils sont cool, ça passe. Quand il sortira en streaming en France, je vous conseille vraiment de le voir parce qu'il est cool. Mais par contre, oui, L'Os le Rouge 19, complètement oubliable. Comme beaucoup de films, en fait, hein, il n'a pas la prétention d'être autre chose qu'un petit film d'horreur sympa, quoi. Mais ouais, pas si pire, au final, vraiment pas si pire. Et en parlant d'horreur, après vous me direz, on parle tout le temps d'horreur parce qu'on est chez King. Creepshow saison 4 arrive. Là, on est quand même sur un autre type d'horreur, en particulier pour les films d'horreur. Ouais. Là, on est sur un autre type d'horreur parce qu'on est sur un truc un peu pulp et drôle. Alors attendez, parce que moi je mets ça, mais le 13 octobre, sur Shudder aux États-Unis, la série de Greg Nicotero, série d'anthologie. Creepshow, inspiré du film écrit par Stephen King et réalisé par George Romero, sorti il y a déjà bien longtemps, ça ne nous rajeunit pas. On n'a pas d'autre info que ça, que de savoir que ça arrive en streaming aux États-Unis le 13 octobre. Ça devrait suivre pour la France. En général, là en France, ça avait bien marché aussi, donc c'est bien sanglant. 40 ans, oui, 40 ans, bah non, ça ne nous rajeunit pas.
C'est le même âge que toi, Dead Hunters, qu'on a fait tout ton anniversaire euh, au dernier live. Oui, il y a Tom Atkins, ouais. En général, Creepshow, il y a des guests assez sympas. Il y a des guests aussi qui sont des personnages qui ont... Là, voilà. Là, on a vu... On a des personnages qui ont déjà joué dans des Kings aussi. Ça, c'est marrant. On avait eu pour la première saison des adaptations de King et de Joel. Là, on n'a pas d'infos sur... Ah, c'est marrant ça. En fait, je l'avais pas regardé parce que je voulais pas me faire spoiler, mais du coup, je suis en train de la voir en direct avec vous. J'aime bien parce que c'est un peu à l'ancienne. On a vu des adaptations de King et de Joel. Là, on ne sait que ça. 13 octobre sur Shudder, on ne sait pas quelles sont les histoires, sachant qu'il y a 2 histoires par épisode, et on ne sait pas quelles sont les histoires et du coup d'où elles viennent. En général, c'est des adaptations aussi, ou par quelles sont écrites, par quelles sont réalisées, par quelles sont produites et qui jouent dedans. Ça arrive bientôt, ça arrive dans un peu plus d'1 mois, donc on devrait avoir bientôt des infos. Moi, j'aime bien cette série. Je la trouve sympa. En plus, c'est une série d'anthologie, donc à 2 histoires par épisode, c'est quand même assez facile à picorer. Je trouve que c'est vraiment bien dans l'esprit du film Creepshow. Donc en vrai, ça se regarde bien. J'étais assez déçue par la saison 3. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je crois que ma hype était un peu redescendue, surtout par la saison 3, donc j'identifie pas bien si c'est la saison 3 qui m'a déçue, ou si c'est moi... En fait, c'est pas du tout mon type de... Enfin, je regarde jamais de séries ou de films d'horreur, en réalité. Certainement pas dans un genre qui se veut gore et humoristique. C'est vraiment pas du tout ma came. Donc je la regarde parce que c'est inspiré de King de base et que je cherche un peu les références et parce que ça me permet d'en discuter avec vous aussi. Mais je pense que moi, c'est juste que mon intérêt est redescendu. Je suis pas sûre que ce soit à cause de la série en elle-même, parce que je crois qu'elle continue à faire des bons chiffres, quand même. Sachant que la production de la saison 4 a été lancée très très tôt. En fait, ils ont commencé à travailler dessus pendant le Covid, parce que ils voulaient pas que les équipes soient au chômage pendant le Covid. Donc ils ont dit, ok, on va commencer à écrire et à produire la saison 3 et la saison 4. Donc on a eu la saison 3, et maintenant la saison 4 arrive 3 ans après les prémices de travail dessus, on dira. Et enfin, ce qui est tombé, je l'ai publié cette nuit, la trilogie Mister Mercedes revient en France et sera disponible sur la plateforme Disney+, à partir du 20 septembre. Alors on sait toujours pas pour combien de temps. Et j'avoue, je sais pas, en général sur Disney+, pour combien de temps ça reste. On n'oublie pas Mister Mercedes, la trilogie dans laquelle on a vu naître, entre guillemets, Holly Gibney, qui est le personnage fétiche de King en ce moment, on en parlait tout à l'heure. On a la 6e histoire avec Holly qui débarque dans 2 jours en VO, on en a une 7e qui va sortir a priori l'an prochain. Donc c'est bien de se remettre un jour un petit peu avant l'apparition en VF. Attention toutefois, la trilogie Mister Mercedes, elle a été adaptée en 3 saisons, mais pas dans l'ordre. Saison 1, ça adapte Mister Mercedes, ça on est bon. La saison 2, elle adapte le tome 3, fin de ronde. La saison 3, elle adapte le tome 2, Carnet Noir. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler les romans, lisez les romans d'abord et lisez tous les romans avant de commencer la série. Parce que du coup, si vous lisez au fur et à mesure et que vous lisez le tome 2 avant de voir la saison 2, bah, ça va vous spoiler le tome 3, dans l'idée. Mais par contre, c'est une très très bonne série. Hein. Moi, j'ai adoré Mister Mercedes. Vraiment, des acteurs au top. Et justement, en fait, c'est une série où tout le monde n'est pas archi connu. Donc ça fait du bien, c'est cool. C'est cool. Et je crois que c'est tout pour les adaptations. Ça me permet de boire un petit coup d'eau. Et je sais pas vous, mais moi, il fait archi chaud chez moi. J'ai l'impression que c'est en train de m'endormir. Ça serait drôle, ça, de tomber de sommeil en plein live. Dans la partie d'hiver, maintenant qu'on a fini sur les adaptations. Ah oui, à Las Vegas l'an dernier, il y a eu un escape game géant qui s'appelait Escape It. Vraiment avec plusieurs hectares de labyrinthes qui refaisaient des égouts. Las Vegas qui fait un escape game sous une licence Warner, quoi. Escape game d'horreur, évidemment, qui était basé plutôt sur le chapitre 1 de ça. Et là, ils en ont fait un deuxième, qui est en ce moment à Las Vegas, et je crois qu'il reste un moment, qui est basé sur le chapitre 2.
Et la bonne annonce, en vrai, ça fait envie. Moi, je pense que je ressors de ce genre de truc un peu trauma, quoi. Voilà, trouver les enfants perdus, tout ça. On voit, en fait, c'est vraiment les trucs de deuxième chapitre. Donc, si vous allez à Las Vegas, je vous invite à faire cet escape game. Parce qu'en plus, c'est bien, parce que je pense que c'est vraiment... Ils appellent ça... Je pense que c'est pas tant un escape game qu'une expérience immersive. Un peu comme à Paris, on a le manoir de Paris, où il n'y a pas ce truc des escape games où il faut résoudre des énigmes pour pouvoir sortir. On a juste un parcours avec des histoires qui nous sont racontées et en fait, juste une ambiance qui est là pour nous faire peur. Mais pas... tu meurs si au bout d'une heure, t'as pas réussi à sortir, quoi. Ça serait cool que ça arrive en France. Ouais. En ce moment, Vegas, c'est un peu inondé. Ah, flûte. Bah, voilà. Après, de l'eau dans des égouts, c'est pas... Non, faut pas blaguer avec les inondations, mais quand même. Après, c'était cher sans être si cher, de mémoire. Ce que j'avais regardé... Et oui, et j'avais vu ça, il y a a priori toujours le complexe du chapitre 1. Donc, s'il continue, d'ici 5 ans, on a un parc d'attractions, ça... ouais, 55 $. Pour la taille du truc, la déco, le nombre d'acteurs et d'actrices qu'il y a l'air d'avoir dedans, c'est pas si cher, je trouve. Et moi, c'est con parce que je vais aux États-Unis au mois d'octobre, mais je vais pas de ce côté-là, donc j'irai pas le faire. Mais si un jour je vais à Vegas, je pense qu'on se laissera tenter. Ça peut être rigolo. Bah tiens, Dead Hunter, pendant que t'es là, un truc qui va t'intéresser, que tu savais déjà avant que je publie de toute façon, des figurines, plein de nouvelles figurines, pour faire vite, parce que c'est cool les figurines, mais voilà, c'est des figurines. Une nouvelle Funko de Gripsou 2017/2019, plutôt 2017 parce que c'est la version de sa chapitre 1, qui brille dans le noir, voilà. En fait, c'est quand il fait sa danse, là, dans les égouts, donc les flammes et les yeux sont phosphorescents. On a aussi un Jordi Verrill, qui est un personnage du film Creepshow, et dans le film Creepshow, c'est le personnage qui est joué par Stephen King lui-même, qui, quand il touche une météorite, commence à être couvert de plus en plus de verdure. Celle-ci arrive au mois de novembre, et en fait, elle est flocked, là, et ça veut dire que toute la partie verte, c'est une partie un peu... alors, il y a marqué qu'il veut imiter l'air, mais en fait, je pense que c'est une partie un peu en tissu, type velours qui gratte un petit peu, là, je sais plus, j'avais plein de petits jouets comme ça quand j'étais gamine. Ouais, c'est du velours qui gratte un petit peu. C'est pas le vinyle habituel des Funko Pop, c'est un truc qui fait un petit effet qui va être cool. J'avais vu le Jordi, par contre Funko, c'est pas mon truc. Ouais, je comprends. Après, le Jordi est cool, je trouve. Après, moi, je l'aime bien parce que je me dis, c'est King, sauf qu'en fait, de toute façon, toutes les têtes Funko ont la même tête, donc c'est pas King du tout, mais c'est King sans être King, quoi. Et je les ai déjà, les Funko King, et elles sont dans un placard. Donc, je fais même pas l'effort d'essayer de les mettre visibles derrière pour ma scène de stream, donc aucun intérêt pour moi. C'est un peu le souci des pop. Bah ouais. C'est les mêmes personnages avec des vêtements différents, hein, dans l'idée. Donc... je trouve ça cool et je comprends que ça plaise à des gens, mais je comprends aussi en effet qu'on s'intéresse à d'autres choses. En parlant de personnages avec déguisés, du coup, habile transition, avec ces Looney Tunes, Bugs Bunny en Georgie et Daffy Duck en Gripsou. Et eux, ils sont jolis. Mais pareil, ça remonte pas du tout le type de figurine qui m'intéresse. Et enfin, après le canard de bain Gripsou, que nous avions vu en août 2020, qui lui me fait vraiment délirer, et si j'avais une baignoire, je pense que ce serait dans ma salle de bain. Nous avons, toujours chez Tops, le canard de bain Carrie. Carrie au bal du diable, et même Carrie à la fin du bal du diable. Voilà, et c'est tout. Et c'est juste un canard de bain, il n'y a rien de plus, c'est pas un sextoy, c'est rien du tout. C'est un canard de bain qui, à mon avis, est de toute façon plutôt un objet de collection, qui va pas vraiment dans le bain, mais je le trouve rigolo. Moi, ça me fait marrer qu'ils fassent ça. Et c'est vraiment comme Funko de se dire c'est le même personnage avec un déguisement différent, mais là, c'est un canard. Du coup, c'est rigolo. Parce qu'il y en a d'autres. Genre Hannibal Lecter, il est archi cool.
c'est vraiment rigolo de lui avoir mis la même muselière, entre guillemets. Ils ont fait les persos de Resident Evil aussi. En canard, tu veux dire, ouais, je crois que j'avais vu passer ça. Et c'était pas au moment... ah non, c'était pas là. Le Beetlejuice est grave cool, là. Bon, l'exorciste, il fait peur, hein, en vrai, celui de l'exorciste, ouais. En vrai, c'est rigolo. C'est pas du tout ma cam. Mais après, moi, je collectionne pas. À part les cartes Lorcana, j'ai un souci avec Disney, mais voilà. Ah oui, c'est pas ça que je voulais montrer. Où est-ce que j'ai mis les photos ? Je vais vous montrer directement sur la source, qui est sur Reddit. On parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle. Il y a une personne sur Reddit, sur le fil Reddit Mid-Journée, mais ça a été partagé sur le fil Reddit Stephen King. Le prix des boosters Lorcana sur Mitten. Non mais m'en parle pas, c'est abusé. Tu sais que, rien à voir, hein, désolé, on va parler de Lorcana dans un live Stephen King, mais normalement, la sortie mondiale était le 1er septembre. Moi, j'ai les decks de démarrage et quelques boosters depuis la sortie, depuis le jour de la sortie en boutique spécialisée, qui était genre le 14 août, un truc comme ça. Sortie mondiale le 1er septembre, j'ai fait 6 boutiques, personne n'avait rien. Il y avait juste une Fnac, la Fnac à Saint-Lazare, qui avait eu quelques boosters qui sont tous partis dans la matinée. Et hier, je suis passée à la Fnac des Halles à Paris, qui avait un événement Lorcana, et en fait, ils avaient plus rien à 15h, et le mec m'a dit, si vous venez pas à l'ouverture, il y a que dalle, on n'a pas assez de boosters, quoi. Donc du coup, les boosters du premier chapitre, enfin les cartes du premier chapitre, ils vont les réimprimer premier trimestre 2024, donc ça va arriver. Donc si vous aimez Lorcana, et si vous voulez des cartes, en vrai, prenez votre mal en patience, ça va arriver. Par contre, moi, on m'a dit, c'est aussi ça le principe des cartes à collectionner, c'est que en fait, tu te jettes dessus dès le départ, ou sinon t'en as jamais. C'est le principe. Et là, les précos pour le deuxième chapitre en novembre vont bientôt arriver, donc prenez des boosters et prenez des displays, quoi. Vous faites pas avoir comme moi, je me suis fait avoir, mais je pensais pas vouloir les collectionner. Voilà. Je ne pensais pas avoir une âme de collectionneur, monsieur Deadhunter, mais tu sais ce que c'est. Donc, revenons-en au sujet. Cette personne, Alpacavia, a fait a demandé à une intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney, qui est une des intelligences artificielles les plus connues, notamment pour ce qui est de la génération d'images, d'imaginer un parc d'attractions sur le thème de Stephen King. Et c'est assez cool. Comment je peux vous le montrer en grand écran ? Je peux pas vous le montrer en grand écran. Peut-être si je mets ça. Ouais, c'est un peu mieux. C'est pas beaucoup plus grand, hein. Non, en vrai, c'est pas beaucoup plus grand. On va dire que ça passe comme ça. Donc ça serait a priori l'entrée, avec une tête de clown terrifiant, évidemment, on a les refs. C'est marrant parce que j'ai vu des articles en anglais qui disaient « Ah, en fait, il a imaginé le thème... il a imaginé le parc Joyland ». En fait, non, il a appelé le parc Joyland parce que il y a un parc chez King qui s'appelle Joyland, dans le roman du même nom, Joyland. Mais c'est pas le parc d'attractions Joyland dans le roman. Il est pas comme ça. C'est pas celui-là. Donc il faut pas confondre. Des auto-tamponneuses avec évidemment la Plymouth Fury rouge de Christian. C'est joli, hein, quand même. Un labyrinthe de haies avec des animaux en buisson qui font évidemment penser à Shining. Sans surprise. Mon Dieu, un chat probablement revenu d'entre les morts en référence à ce cimetière. C'est perturbant quand même de se dire que c'est pas des vraies photos. Hein. Ça fait très très réel. Là, on est un peu Shining, un peu... moi, ça me fait quand même pas mal penser à Nable Street aussi, dans ça. Voilà, on est très ambiance kingienne. Là, pareil, pourquoi pas, des chiens enragés sur des roller coasters. Alors c'est marrant parce que ça, il y a beaucoup de personnes qui ont dit « Ah, c'est Blen le Mono ». Bah non, parce que comme son nom l'indique, Blen le Mono, la tour sombre, il est sur un monorail. Là, on est plutôt, à mon avis, sur Charlie le Chouchou. Et de toute façon, en plus, on part... ça tombe bien parce qu'on va jouer à Chouchou de Charles après. La tour pas sombre, ça c'est... pour le coup, vu que c'est Disney, enfin, je pense que le point de départ de l'IA, ça a été un parc de type Disney. Donc là, on est sur une tour, mais une tour qui est pas sombre. C'est rigolo. Pourquoi pas des jumelles de Shining en mode Gripsou. Je trouve qu'elles passent bien, pour le coup, qu'elles font peur. Et voilà, dans l'idée, une boutique avec forcément, hein, une machine à écrire extrêmement kingien, et sans doute pas mal d'autres petites choses. Et un clown.
Un clown de type Gripsou. Donc quoi, c'est fou quand même les IA, ce que ça peut faire. Parce que c'est assez réussi. Après, il faut une version payante pour arriver à des prompts aussi précis. Ça serait cool, mais ouvert que la nuit, histoire d'être bien dans l'ambiance. Ah non, l'enfer, jamais je mets la pied là-dedans. Et des tonnes de boutiques avec des tas de figurines. Ah non, bah voilà, bah l'enfer. La définition de l'enfer, c'est juste des boutiques avec des figurines adaptées de ça. Et je suis sûre que pour ne serait-ce savoir qu'un exemplaire de toutes les figurines qui existent de Gripsou, il faut au moins 30 hectares, quoi. Tellement il continue. Pourtant, la hype a un peu redescendu. Mais alors, oh là là, quand ils vont nous sortir Welcome to Derry, pour peu qu'il y ait des clowns dans Welcome to Derry, on est fini. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de cette adaptation-là. Dernier petit point dans la partie d'hiver. Puisqu'on parlait de la Tour Sombre. Est sorti le dernier épisode. Alors, on a un peu de retard sur le Roi Steven, donc on parlera la prochaine fois des nouvelles sorties du Roi Steven, là il n'y en a pas. Là on a sorti, comme chaque 19 du mois, un nouvel épisode de la 19e Palabre, que je vous invite à aller écouter, soit si vous avez déjà lu La Tour Sombre, soit si le spoil ne vous dérange pas, dans lequel on analyse le cycle, grosso modo, vraiment de façon assez précise, assez décortiquée, et sur qu'est-ce que ça prépare de la suite, et quels sont les liens dans le multivers, et les liens, enfin, on analyse, littéralement. Et là, dans l'épisode 8, on a commencé ou pas? Non, on a fini Le Prisonnier. Quel épisode encore magique. Ah merci, c'est gentil. On a fini Le Prisonnier, qui est la première grande partie du tome 2. Sur 7 tomes, donc on a un petit peu de temps encore. On a déjà enregistré le début de la partie 2 qui est La Dame d'Ombre. Et on est en train de lire pour le prochain enregistrement la fin de la partie 2. Il nous reste en gros encore 3 épisodes sur la 19e Palabre. Là, du coup, si on calcule le 19 septembre, c'est le début de la partie 2. Le 19 octobre, c'est la fin de la partie 2. Le 19 novembre, c'est la fin du tome 2, parce qu'on va faire la partie 3, et je regarde mon bouquin, mais il n'est pas ouvert, donc ça sert à rien que je le regarde. On va faire la partie 3, le pousseur, elle se fait toute seule, et il y a genre un brassage et un argument qui dure 2 pages, donc on va tout faire d'un coup. Donc le 19 novembre, on aura fini la 19e Palabre, donc peut-être que fin novembre, début décembre, on fera un live, comme on avait fait pour le premier tome, un live pour parler de ce deuxième tome. Déjà écoutez trop bien, j'attends celui de septembre, est-ce que vous allez faire un épisode en live sur Twitch? Bah voilà, bah peut-être. Peut-être que l'épisode qui sortira le 19 décembre, il sera en live sur Twitch, genre la semaine du 11, un truc comme ça, le temps juste de le programmer après du 4 ou du 11, juste avant les vacances. Vous, on aura fini les 3 cartes? J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? En fait, moi, ça me perturbe de dire les 3 cartes pour un tome 2. Je pense que je me perds des fois avec ça. Qu'on aura fini la 19e Palabre, mais non. J'espère pas. Ah non, j'espère que je me suis pas jinxée. Ah, je touche du bois. Est-ce que mon bureau est en bois? Je crois que mon bureau est en bois. Non, oui, on aura fini le tome 2, en effet, qui s'appelle les 3 cartes. Et le point agenda, pour finir, avant que j'aille prendre une boisson rafraîchissante et qu'on parte stressé 2 fois en plus. Merde, putain. Bah oui, mais c'est la fatigue, j'ai pas bien dormi. Et il fait chaud. Le live, on y est, sur l'actu d'août, on y est, hein, maintenant c'est tout de suite, avec Toutou Charles, c'est tout de suite après là, ou dans une semaine pour vous qui regardez sur YouTube. Le 5 septembre, on en parlait, on n'oublie pas, extrêmement important, gros événement, la sortie de Holly, le nouveau roman de King, en VO. Je rappelle, on n'a pas d'infos pour la VF. Et après, d'autres trucs en septembre, les 3 saisons de Mister Mercedes sur Disney+, à partir du 20 septembre. On en a parlé. Et côté parution, on a Un tour sur le bolide, qui est une nouvelle de King, qui sort dans la collection Wiz d'Albert Michel. Je rappelle que c'est pas une nouvelle inédite, c'est une nouvelle qui est extraite d'un recueil de nouvelles, qui est publiée du coup dans la collection jeunesse d'Albert Michel. Et cette collection-là, je sais pas si la collection s'arrête, mais en tout cas ça sera fini pour King avec Wiz. Donc c'est le dernier, ça sort le 27 septembre.
Et le même jour, on aura le début du Fléau en livre audio chez Audiolib. Et ça, c'est cool, parce que les livres audio, c'est vraiment très très cool. Et le Fléau, c'est quand même un peu un incontournable. Donc c'est cool qu'il soit enfin disponible en livre audio. J'ai fini, j'ai chaud. On va pouvoir partir tranquillement sur Toutou Charles. Je fais une pause rapide. On se retrouve après pour jouer. Si vous regardez sur YouTube, merci d'avoir suivi jusque-là. Rendez-vous, le prochain live, ça sera le 1er octobre. Et je ne vais pas avoir trop le choix parce que de toute façon, je pars en vacances juste après. Donc rendez-vous soit le 30 septembre, soit le 1er octobre. Il se peut que je fasse ça le 30 septembre. Il va coûter cher le Fléau et ça dure beaucoup d'heures. Et être long. Oui, alors attends, je crois qu'on a déjà pour au moins le premier. Ou alors on connaît la VO. Non, on l'a pas encore. Ce que je voudrais voir, c'est Stand Audiobook. Je pense que c'est Audible qui a les droits. Hop. 47 heures. Le Fléau en entier, en anglais, 47 heures. Bah, ça occupe, hein, ça occupe. Ça pique, ouais, mais tu peux écouter en accéléré. Ça passe. Ça passe. Voilà, je vous dis, je fais une pause rapide, le temps de me rafraîchir un petit peu tout ça. On se retrouve tout de suite pour Toutou Charles, ou on se retrouve une autre fois pour les personnes qui coupent ici ou qui sont sur YouTube. À tout de suite.